Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Place à votre grand angle. Ce soir, on vous emmène dans la folle histoire et dans les coulisses du tunnel sous la Manche qui fête ses 30 ans cette année. C'était le 6 mai 1994. La reine Elisabeth II, François Mitterrand et Margaret Thatcher inauguraient l'ouvrage du siècle, le tunnel sous la Manche. 30 ans après, ce qui n'était au départ qu'un doux rêve, est devenu un véritable succès franco-britannique. Mais le tunnel sous la Manche, on va le voir, c'est un défi humain et technologique au quotidien. Et on a bien entendu beaucoup de questions à poser à notre invité du jour, Yann Leriche. Bonsoir, vous êtes le directeur de Getlink et directeur également d'Eurotunnel qui gère le tunnel sous la Manche. Merci d'être avec nous dans ce grand angle. Je disais, j'ai plein de questions à vous poser, mais avant, si vous le voulez bien, on va se replonger donc, dans cette formidable aventure humaine et technologique. Voyez ce sujet réalisé par nos confrères de France Télévisions. Nous voici côté français, près de Calais, point de départ du tunnel. Entre la France et l'Angleterre, plus d'un tiers des camions et 2 tiers des voitures prennent le train. Les autres traversent en ferry. Salut, comment vas-tu? Ça va, merci. Pour tous, direction l'Angleterre. 40 exé au Cap Signal. 34 minutes de traversée. Yes, hi chef, may I have your status report, please? We are 4 in the cabin. Dont 28 minutes sous la mer. Et voilà déjà le bout du tunnel. Yes, chef, the train is secure on B8. Welcome à Folkestone, près de Douvres, dans le sud de l'Angleterre. De chaque côté, la priorité, c'est la sécurité. Retour sous la Manche dans le tunnel d'évacuation. Ici, pas de train, mais des véhicules de service. C'est pour indiquer qu'on est bien positionné, on peut se croiser. Pour ces agents de maintenance, opération de routine aujourd'hui. Inspection visuelle, plus quelques petites manipulations pour s'assurer que tous les équipements sont en état de fonctionnement. Derrière cette porte, qui pèse plus de 2 tonnes, la voie ferrée. Tout doit être testé. C'est juste un essai, on teste les gyrophares, les voyants, voir si tout fonctionne. Ça reste une routine, mais on sait que derrière, on a quand même une responsabilité et qu'on ne peut pas se permettre, on n'a pas le droit à l'erreur. En 30 ans, 2 incendies se sont déclarés dans le tunnel. Un tunnel loin de faire le plein. Malgré les trains de voitures, de camions, les Eurostars, il est sous-exploité. Dans la tour de contrôle ce jour-là, on gère seulement 1800 véhicules. Eurotunnel rêve notamment de liaisons à grande vitesse entre Londres et Zurich, Genève ou Francfort par exemple. On vient de le voir, Yann Leriche, le tunnel sous la Manche, c'est vraiment une infrastructure hors norme. En effet, c'est une infrastructure hors norme. Ce fut le chantier du siècle dernier, avec ses 50 km. Et d'ailleurs, quand on parle du tunnel, en réalité, on a 3 tunnels sous la Manche, 2 tunnels ferroviaires, un dans chaque sens, et le tunnel de service qu'on a vu sur vos images. Quand vous y êtes allé la première fois, vous avez eu des étoiles dans les yeux, quand vous êtes pénétré dans ce tunnel pour la toute première fois? Oui, évidemment, je crois un peu comme tout le monde. En plus, je suis ingénieur, donc ça reste un ouvrage absolument fantastique. D'autant plus que le tunnel a été très bien entretenu, très bien maintenu pendant 30 ans. Et aujourd'hui, le tunnel est plus moderne que jamais. On a des équipes qui, au quotidien, ont à cœur, sont très attachées à cet ouvrage et continuent de le moderniser en permanence. On fait beaucoup de travaux, beaucoup d'opérations, de rénovation pour être toujours à la pointe et pour garder notre rang de leader du transmanche, aussi bien sur les passagers que sur le fret. Parce qu'on l'entendait dans ce sujet, la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Le principal danger, c'est quoi? L'incendie, la fuite d'eau, les éventuels séismes dans la mer? Alors, on a évidemment un certain nombre d'événements qui peuvent se passer. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que vous parlez de fuite d'eau, par exemple. Le tunnel a été extrêmement bien conçu. 30 ans après, on constate qu'il n'y a pas eu
de faiblesse au moment de sa conception et de sa construction. Si on prend les fuites, par exemple, par rapport à ce qui était prévu à l'époque, les fuites d'eau sont de l'ordre de 1/10 de ce qu'on avait prévu, de ce qu'ils avaient prévu au moment de la construction. On est évidemment sous la mer, il y a quelques gouttes ça peut arriver. qui sointent, mais c'est extrêmement faible et en tout cas, ça n'a jamais impacté le service au client. Ça, mon oncle sacré, défi humain et technologique qui a été relevé. 400 trains empruntent chaque jour le tunnel sous la Manche. Il y a le transport de passagers, bien entendu, mais pas que. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est toute une ville souterraine presque, ou un monde souterrain qui est dans le tunnel sous la Manche. Oui, alors 400 trains de types différents, puisqu'on a nos navettes que nous exploitons, le shuttle qui embarque des passagers dans leur voiture, qui embarque des camions. On a les trains à grande vitesse, Eurostar, on a des trains de fret classiques. Et tout ça, effectivement, fonctionne. Part d'un terminal pour aller sur un deuxième terminal. Donc finalement, il y a le tunnel, mais il y a aussi de part et d'autre ce qu'on pourrait qualifier de deux ports à sec. Et c'est toute une ville qui est organisée avec 2600 collaborateurs engagés au quotidien pour servir nos clients. Et puis une infrastructure, effectivement, qui reste aujourd'hui absolument unique. On le disait dans le sujet, beaucoup disent qu'il est sous-exploité, ce tunnel. Je crois que vous n'êtes pas tellement d'accord avec ces observations. On pourrait imaginer dans les années à venir, comme on l'entendait, qu'il aille par exemple à Zurich, qu'il aille à Francfort, dans d'autres villes. C'est un peu votre objectif, qui se déploie ailleurs ? Alors, je vous confirme, le tunnel n'est pas sous-exploité. Le tunnel, d'abord, c'est une formidable réussite commerciale. On a complètement... le tunnel a rempli sa mission qui était de rapprocher les peuples et les économies britanniques d'un côté et françaises de l'autre. 2 chiffres pour illustrer ça. Depuis sa mise en service en 1994, près d'un demi-milliard de personnes ont traversé la Manche via le tunnel sous la Manche. Et aujourd'hui, un quart des échanges de marchandises entre d'un côté l'Europe des 27 et la Grande-Bretagne passe par le tunnel. On constate que le tunnel a encore beaucoup de potentiel. Nous étions limités techniquement par notre alimentation électrique à 600 trains par jour. Et on a bien senti qu'il fallait aller au-delà de ça. C'est pour ça qu'on a investi, on a changé notre alimentation pour aller jusqu'à 1000 trains de potentiel. Et c'est ce potentiel qu'on va chercher aujourd'hui. Avec les liaisons, comme je disais, peut-être futures, avec la Suisse et avec l'Allemagne ? C'est ça, notamment sur le train à grande vitesse. Aujourd'hui, on a des destinations qu'on connaît bien, entre Londres d'un côté, Paris, Bruxelles, Amsterdam. On a mesuré qu'il y a un potentiel aussi vers l'Allemagne et vers la Suisse. 2 millions de passagers sur chacune de ces 2 destinations. Et donc, on a travaillé pour faciliter ces nouvelles destinations qui vont donc, selon nos propres estimations, s'ouvrir d'ici 5 à 10 ans maximum. Quel impact a eu le Brexit sur l'activité du tunnel sous la Manche ? Vous l'avez ressenti ou pas ? Pour nous, le Brexit, ça a été d'abord et avant tout de nouvelles formalités à la frontière. Si vous êtes conducteur de camion, de fret, vous voulez traverser la Manche, depuis le Brexit, il faut que vous ayez avec vous un certain nombre de formalités, concrètement des papiers avec des QR codes qu'il faut faire scanner au passage de la frontière, ce qui évidemment peut engendrer des temps d'attente et puis éventuellement il vous manque un papier donc ça vous bloque. On a décidé de faire 2 choses chez Eurotunnel. De s'adapter à ces nouvelles formalités, bien évidemment, mais également d'en faire une source d'avantages compétitifs pour que les clients nous choisissent encore plus. Concrètement, plutôt que d'avoir des papiers qu'on montre aux agents des gouvernements français ou britanniques à la frontière, nous récupérons ces documents en amont, nous les digitalisons, et quand le camion arrive à la frontière, on détecte sa plaque d'immatriculation et automatiquement, c'est nous qui envoyons sur les serveurs français et britanniques des douanes les documents. Vous voyez, c'est extrêmement fluide. C'est plus simple. Voilà. Et à l'arrivée, aujourd'hui, succès, le temps de traversée de la Manche d'autoroute à autoroute est le même qu'avant le Brexit. Donc le Brexit n'a pas changé grand-chose. Yann Le Riche, une franche réussite, on le disait, mais il y a eu quand même quelques couacs dans les années 90, on s'en souvient. Je voulais qu'on revienne en un mot sur l'énorme scandale financier qu'il y avait eu concernant les actions Eurotunnel. On se souvient, il y avait beaucoup de petits porteurs qui avaient perdu beaucoup d'économies puisque ces actions s'étaient effondrées en bourse en raison de mauvais résultats de l'entreprise. Avec le recul, comment vous pouvez l'expliquer et comment est-ce qu'on aurait pu éviter cela ? Il y avait une mauvaise image d'Eurotunnel à cette période. Comment on aurait pu éviter cette mauvaise image et cette catastrophe boursière ? C'est vrai que Eurotunnel est passé à travers une histoire marquée
par plusieurs événements qui ont marqué l'actualité. Effectivement, le tunnel, au démarrage, a coûté un peu plus cher que ce qui était prévu, par des procédures qui étaient un peu plus longues que ce qui était envisagé, et également des études de trafic qui étaient sans doute trop optimistes au démarrage, qui ont fait que l'équation financière a eu du mal à boucler. Et on s'en souvient tous, il y a une restructuration complète de l'entreprise, menée à l'époque par Jacques Gounon, on est en 2006-2007, qui a permis de repartir sur de bases saines. Et depuis 15 ans, aujourd'hui, maintenant, on peut dire que tout ça est derrière nous et que c'est un vrai succès financier et commercial. Moi, j'avais une question en préparant cette interview. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de chantiers, de tunnels sous la mer dans le monde? Ça s'explique comment? Il faut réunir un certain nombre de conditions qui font que l'ouvrage qu'on construit peut devenir un succès. Vous vous rappelez, si on prend l'exemple du tunnel sous la Manche, Margaret Thatcher avait dit à l'époque « not a penny ». Il a été financé complètement sur fonds privés. Et donc, pour que ça marche, il faut de l'argent. Il faut que, effectivement, l'investissement soit mobilisé et qu'ensuite, on ait un service qui soit suffisamment intense, qu'on ait la demande, celle que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que vous allez pouvoir avoir un retour sur les capitaux engagés. Et donc, deux solutions, où vous faites des ouvrages privés comme le tunnel sous la Manche, ou autre solution, dans d'autres cas, il faut de l'argent public pour le faire, et ça, évidemment, c'est à la décision des gouvernements. Mais en un mot, au niveau technologique, on peut quasiment tout faire aujourd'hui, selon vous? On peut faire beaucoup de choses. Ensuite, c'est une question de prix et de temps de construction. Mais effectivement, le tunnel sous la Manche, on le voit, ça a été un ouvrage fantastique il y a 30 ans. Ça le reste. Il reste inégalé aujourd'hui. Donc, même si on peut faire beaucoup de choses, on voit quand même que ces ouvrages exceptionnels ne sont pas monnaie courante. C'était une sacrée réussite. Ouais, Yann Le Riche, pour conclure, je le disais, le 6 mai 94, le 6 mai 2024, 30 ans, donc il va sans doute y avoir des petites festivités de prévues. On se souvient, on l'a vu au début, de l'image de l'inauguration avec le président français François Mitterrand et Elisabeth II, la reine d'Angleterre. Allez, vous pouvez nous le dire, vous nous préparez quelque chose pour ces 30 ans, la même chose, Emmanuel Macron qui rencontre Charles III. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on va faire plusieurs choses. D'abord, on a parlé d'un succès technique, c'est aussi d'abord et avant tout un succès humain. Et donc, dès lundi prochain, puisque c'est la date anniversaire, mais également le 12 juin, on va d'abord et avant tout fêter cette réussite humaine. Et donc, on va fêter nos équipes. Figurez-vous que sur nos 2600 salariés chez Eurotunnel du côté français et britannique, 400 était là dès la phase la fin de la phase de construction, était là donc il y a 30 ans. Si je prends Willy Crookes, le conducteur qui à l'époque a conduit la reine d'Angleterre, Elisabeth II et François Mitterrand, il est toujours parmi nous, toujours aussi passionné par la conduite de ces trains. Notre patron de l'exploitation, Guillaume Roux, était à l'époque planificateur, il est maintenant en charge de faire fonctionner tous nos services aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qu'on va d'abord et avant tout fêter. Et effectivement, au mois de septembre, on aura une inauguration plus institutionnelle, où on aura beaucoup d'élus, mais ça, on en reparlera le moment venu. On en reparlera. Merci Yann Le Riche, directeur général de Getlink, d'avoir été notre invité dans le 64 minutes pour parler donc des 30 ans du tunnel sous la Manche. Merci à vous.